Il y a des pays qui parlent de leur avenir depuis des décennies, sans jamais le construire. Et il y a des pays qui, à un moment précis de leur histoire, arrêtent de parler et commencent à bâtir. L'Algérie vient de choisir son camp. Bienvenue sur Algérie Puissance, la chaîne qui analyse les vraies dynamiques de puissance, sans filtre et sans complaisance. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas un discours politique. Ce n'est pas une liste de promesses destinée à endormir un électorat. Ce sont des chantiers actifs, des contrats signés, des consortiums internationaux au travail, des milliards décaissés et une date butoir qui concentre tout, 2026. Pourquoi 2026? Parce que c'est l'année qui revient dans les rapports du FMI, dans les analyses de la Banque mondiale, dans les briefings internes d'Alger. C'est l'année où les projets que nous allons analyser aujourd'hui doivent basculer du statut de chantier à celui de machine économique opérationnelle. C'est l'année de la vérité. Pendant 60 ans, l'économie algérienne a reposé sur la rente pétrolière et gazière. C'était confortable. C'était aussi une dangereuse dépendance, celle d'un pays qui vend sa matière première brute sans la transformer, qui importe ce qu'il pourrait produire, qui laisse dormir sous ses pieds des richesses que le reste du monde lui envie. Cette époque est terminée. Le mot d'ordre qui structure aujourd'hui la stratégie économique algérienne tient en 3 mots, diversifier ou disparaître. Et pour la première fois depuis l'indépendance, ce mot d'ordre se traduit non pas en discours, mais en béton, en acier, en rail, en pipeline et en mégawatts. Ce que nous allons disséquer aujourd'hui, ce sont 10 mégaprojets, 10 chantiers structurants qui forment ensemble non pas une collection de projets isolés, mais un écosystème industriel cohérent, une architecture économique conçue pour transformer l'Algérie en hub industriel, en forteresse énergétique et en carrefour logistique incontournable de la Méditerranée et de l'Afrique. Nous allons suivre une logique précise. Nous commencerons par les ressources, le coffre-fort minier du Sud qui alimente tout le reste. Nous remonterons par les infrastructures de transport qui donnent à ces ressources leur valeur. Nous passerons par l'énergie, non plus comme fin en soi, mais comme levier stratégique. Et nous terminerons par le projet le plus vital de tous, celui dont dépend la survie physique de tout le reste. Restez avec moi jusqu'au dernier projet, parce que sans lui, les 9 autres ne servent à rien. Il y a une aberration économique qui a duré trop longtemps et qui mérite d'être nommée clairement. Pendant des décennies, l'Algérie importait son acier, ses engrais, son zinc, alors qu'elle marchait littéralement sur des milliards de dollars de minerais. Un pays qui achète à l'étranger ce qu'il possède sous ses pieds n'est pas un pays qui gère ses ressources, c'est un pays qui n'a pas encore décidé d'exister industriellement. Cette décision vient d'être prise et elle se matérialise en 3 projets miniers dont la convergence n'est pas un accident, c'est une stratégie. Commençons par le plus titanesque, Garadjibilit, situé dans la wilaya de Tindouf, dans le Grand Ouest saharien. Ce n'est pas une mine ordinaire, c'est l'un des plus grands gisements de minerais de fer au monde avec des réserves estimées à plus de 3,5 milliards de tonnes. Pour donner une mesure concrète à ce chiffre, on parle d'assez de fer pour alimenter la sidérurgie algérienne pendant plusieurs siècles, tout en exportant massivement. Pendant 50 ans, ce gisement est resté un mirage. 2 obstacles majeurs bloquaient son exploitation. La logistique d'abord, comment transporter des dizaines de millions de tonnes de minerais depuis le fond du désert vers les complexes industriels du Nord. L'absence de connexion ferroviaire rendait tout projet d'exploitation économiquement non viable. La technologie ensuite, la forte teneur en phosphore du minerai de Garadjibilit le rendait cassant, incompatible avec les processus sidérurgiques classiques. Ces 2 obstacles viennent d'être levés simultanément. Sur le plan technologique, l'Algérie a signé avec des consortiums chinois, notamment CMH, qui maîtrisent les procédés de déphosphoration permettant de traiter ce type de minerai. Sur le plan logistique, nous reviendrons sur la solution ferroviaire, mais elle est en cours de construction et représente elle-même un projet pharaonique. Où en est-on concrètement? Les premières phases d'extraction sont actives, ce n'est plus un projet sur papier. Le minerai sort de terre. L'objectif d'ici 2026 est de monter en puissance pour atteindre une capacité d'extraction de 40 à 50 millions de tonnes par an. Quel est l'impact réel de ces chiffres? L'Algérie alimente ses propres complexes sidérurgiques, le complexe de Tassili à Annaba, le complexe de Bellara à Djigel. On crée une chaîne de valeur 100% algérienne du minerai brut extrait en Tindouf à la barre d'acier produite pour la construction à Annaba. La facture d'importation d'acier s'arrête. L'indépendance industrielle dans ce secteur devient réelle, mesurable, documentée. Si le fer construit les villes, le phosphate nourrit les peuples. Et dans le monde du XXIe siècle, celui qui contrôle les engrais contrôle la politique. Ce n'est pas une métaphore.
Regardez ce qui s'est passé après le déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022. Les prix des engrais ont explosé parce que la Russie et la Biélorussie, deux des plus grands exportateurs mondiaux, se retrouvaient sous sanctions ou dans l'incapacité d'exporter normalement. Des pays africains ont vu leurs récoltes s'effondrer parce qu'ils ne pouvaient plus se payer les intrants agricoles nécessaires. Des crises alimentaires ont suivi. Des gouvernements ont été déstabilisés. L'Algérie a tiré la leçon géopolitique de cet épisode, et elle dispose d'un actif considérable pour en tirer parti, le gisement de Bled al-Hadba dans la wilaya de Tébessa, l'un des plus grands gisements de phosphate du continent africain. Le projet Phosphate Intégré représente un investissement de près de 7 milliards de dollars, réalisé en partenariat avec des firmes internationales, dont des opérateurs chinois. Son ambition est explicite, hisser l'Algérie dans le top 3 mondial des exportateurs d'engrais phosphatés. Ce qui distingue ce projet d'une simple opération minière, c'est son caractère intégré. Il ne s'agit pas d'extraire du phosphate brut et de le vendre tel quel, ce qui serait, là encore, vendre de la matière première à bas prix. Il s'agit de transformer sur place, de produire des engrais finis et de les exporter via les infrastructures portuaires d'Annaba. Les complexes de transformation chimique à Souk-Arras doivent entrer en phase opérationnelle d'ici 2026. C'est l'échéance qui structure le calendrier de tout le projet. La dimension stratégique dépasse largement l'aspect commercial. Quand vous fournissez les engrais qui font pousser le blé de vos voisins africains, vous n'êtes plus simplement un partenaire commercial, vous devenez un acteur incontournable de leur sécurité alimentaire. C'est un levier diplomatique d'une puissance considérable et c'est précisément la position que l'Algérie est en train de construire. Moins médiatisé que les deux précédents, mais tout aussi critique dans la logique d'ensemble. Oued Amizour, dans la wilaya de Béjaïa. Un gisement de zinc et de plomb classé parmi les 10 plus importants au monde. Après des années de blocage liés aux études d'impact environnemental, le feu vert a été donné. Le décret d'utilité publique est signé. Les travaux préparatoires, galeries d'accès, infrastructures de surface sont en cours, avec un objectif d'entrée en production autour de l'horizon 2026. Pourquoi ce projet est-il stratégiquement critique? Pour une raison précise, qui illustre parfaitement la logique de l'écosystème industriel algérien. Le zinc est essentiel à la galvanisation de l'acier. Autrement dit, l'acier produit à partir du fer de Gara Djibilet pour résister à la corrosion et être utilisable dans la construction et l'industrie a besoin d'être galvanisé. Et la galvanisation nécessite du zinc. Sans Oued Amizour, le monstre de fer de Tindouf produit un acier qui doit encore passer par des fournisseurs étrangers de zinc pour être traité. Avec Oued Amizour, la chaîne de valeur est complète, du minerai brut au produit fini traité, sans dépendance externe. C'est ça la souveraineté industrielle réelle, pas un projet, un écosystème où chaque maillon complète les autres. L'Algérie est un géant énergétique. C'est un fait connu, souvent cité, rarement analysé dans sa profondeur stratégique. Ce qui change fondamentalement dans la vision actuelle, c'est la façon dont l'énergie est appréhendée. Elle n'est plus une fin en soi, une rente à exploiter jusqu'à épuisement. Elle est un levier pour financer la diversification, un outil diplomatique pour construire des partenariats durables et une plateforme pour se repositionner sur les marchés énergétiques du futur. 3 projets illustrent cette nouvelle doctrine énergétique. Le projet du siècle pour l'intégration énergétique africaine. Le gazoduc transsaharien, TSGP, est un pipeline de plus de 4000 km qui doit relier les immenses réserves gazières du Nigeria à l'Algérie via le Niger pour acheminer ce gaz vers les marchés européens. Ce projet existe sur les plans depuis des décennies. Ce qui a changé, c'est l'urgence géopolitique créée par la guerre en Ukraine. L'Europe, qui cherche à réduire sa dépendance au gaz russe, a soudainement regardé vers l'Afrique avec une attention renouvelée. Le gaz africain, qui semblait une option lointaine et hypothétique, est devenu une nécessité stratégique à court terme. C'est dans ce contexte qu'une guerre des corridors se joue dans la Méditerranée occidentale. Le Maroc pousse son propre projet de gazoduc offshore, coûteux, techniquement complexe, avec un horizon réaliste qui s'étend vers 2040-2045. L'Algérie mise sur le pragmatisme. Une grande partie de l'infrastructure gazière existe déjà sur son territoire. Il s'agit d'étendre et de connecter, pas de construire from scratch. L'objectif à court terme d'ici 2026 est de sécuriser les tronçons manquants et surtout les accords politiques avec les pays de transit, un contexte géopolitique sahélien qui a considérablement évolué ces dernières années et qui représente le principal défi du projet. Pour Alger, l'enjeu dépasse la dimension commerciale.
Quand vous fournissez les engrais qui font pousser le blé de vos voisins africains, vous n'êtes plus simplement un partenaire commercial, vous devenez un acteur incontournable de leur sécurité alimentaire. C'est un levier diplomatique d'une puissance considérable et c'est précisément la position que l'Algérie est en train de construire. Il y a une logique économique que beaucoup d'observateurs n'ont pas encore pleinement saisie concernant la stratégie énergétique algérienne. Elle mérite d'être expliquée clairement. Brever du gaz algérien pour produire de l'électricité destinée à la consommation locale, c'est économiquement absurde. Chaque mètre cube de gaz consumé dans une centrale thermique à Alger ou à Oran est un mètre cube qui n'est pas vendu en devise forte à l'Italie, à l'Espagne ou à la France. L'Algérie possède l'un des taux d'ensoleillement les plus élevés au monde. Le désert saharien reçoit une quantité d'énergie solaire que la plupart des pays développés ne peuvent qu'envier. Ne pas l'utiliser pour la production électrique locale, c'était effectivement un crime économique. Le programme solaire, avec les tranches de 1000 MW et 2000 MW lancées en parallèle, répond à cette logique. Les contrats sont signés. Les chantiers démarrent dans les hauts plateaux et dans le sud. L'échéance est 2026 pour l'injection massive d'électricité solaire dans le réseau national. Le raisonnement est purement financier. Chaque mégawatt produit par l'énergie solaire est un mégawatt qui ne consomme pas de gaz. Le gaz économisé peut être exporté. Les recettes d'exportation financent la transition. C'est ce qu'on appelle l'arbitrage énergétique, remplacer une ressource exportable par une ressource gratuite et abondante pour la consommation interne. C'est du pragmatisme pur, et c'est l'une des décisions stratégiques les plus intelligentes que l'Algérie pouvait prendre dans le contexte de la transition énergétique mondiale. Au-delà du gaz et du solaire, il y a un pari sur l'avenir que l'Algérie est en train de prendre avec une ambition assumée. L'Europe s'est engagée dans une trajectoire de décarbonation accélérée. Elle a besoin d'énergie propre, pas dans 30 ans, mais maintenant, et elle cherche des fournisseurs capables de lui livrer de l'hydrogène vert à grande échelle. L'Algérie se positionne sur ce marché. Le projet South de H2 Corridor vise à produire de l'hydrogène vert dans le désert algérien, en utilisant l'énergie solaire pour électrolyser l'eau et à l'acheminer vers l'Allemagne et l'Autriche via la Tunisie et l'Italie, en s'appuyant sur les infrastructures gazières existantes adaptées pour le transport d'hydrogène. Des protocoles d'accord ont été signés avec des acteurs majeurs de l'infrastructure énergétique européenne. Pourquoi 2026 est une date critique pour ce projet? Parce que les projets pilotes doivent être validés maintenant pour que le déploiement à grande échelle soit crédible. La fenêtre de positionnement sur le marché européen de l'hydrogène est ouverte aujourd'hui. Dans 5 ans, elle sera fermée parce que d'autres auront pris les places. Ce projet est peut-être le plus symboliquement puissant de tous. Il représente la transition complète de l'Algérie d'exportateur de combustibles fossiles à fournisseur d'énergie propre. Ce n'est plus vendre du gaz extrait, c'est vendre de l'énergie produite. L'Algérie ne vend plus sa ressource naturelle, elle vend sa compétence énergétique. Il y a une vérité fondamentale que les économistes du développement répètent depuis des décennies. Avoir la ressource ne suffit pas, il faut pouvoir la déplacer. Un gisement sans infrastructure de transport n'est pas une richesse, c'est une frustration géologique. L'Algérie l'a appris à ses dépens avec Gara Djebilet, dont les réserves étaient connues depuis 50 ans, mais inexploitables faute d'un réseau ferroviaire adéquat. Elle ne veut plus répéter cette erreur. 3 projets structurent la révolution logistique en cours. C'est peut-être le chantier le plus difficile techniquement de tout ce programme, et l'un des plus critiques pour la cohérence de l'ensemble. Près de 1000 km de rails en plein désert saharien, des conditions climatiques extrêmes, un terrain hostile, un calendrier serré. Le projet a été lancé officiellement. Les entreprises chargées de la construction, des opérateurs chinois spécialisés dans les infrastructures ferrées, la CRCC, et des entreprises algériennes comme Cosider travaillent simultanément sur plusieurs tronçons dans une course contre la montre. La mission première de cette ligne est simple à formuler et immense dans ses implications. Transporter le minerai de fer de Gara Djebilet vers les complexes sidérurgiques du Nord. Sans ce train, le monstre de fer reste endormi. Toute la chaîne de valeur minière que nous avons décrite s'effondre si le transport n'est pas résolu. Mais cette ligne ferroviaire est bien plus qu'une solution logistique pour le faire. Elle va désenclaver tout le sud-ouest algérien, une région immense, riche en ressources, mais isolée par l'absence d'infrastructures. Elle va créer des zones de vie, d'activité économique, de présence humaine dans des territoires aujourd'hui quasi vides. C'est la fin de l'Algérie uniquement côtière. L'intérieur des terres, le Grand Sud, ne sera plus une zone d'extraction, mais un moteur économique connecté au reste du pays.
Toutes les ressources produites, toute l'énergie exportée, tous les produits manufacturés doivent avoir une porte de sortie vers les marchés mondiaux. Cette porte, c'est le port d'El Hamdania à Cherchell. Ce projet est conçu pour être un hub de transbordement majeur en Méditerranée occidentale. Sa caractéristique technique principale, un tirant d'eau profond capable d'accueillir les plus grands porte-containers du monde, ceux de la nouvelle génération qui ne peuvent pas accoster dans la plupart des ports méditerranéens existants. L'ambition stratégique est explicite, capter une partie du trafic commercial Asie-Europe qui transite par la Méditerranée. Et dans ce domaine, il y a un concurrent direct que les planificateurs algériens ne perdent pas de vue. Tanger Med, le port marocain qui a réussi à se positionner comme hub régional de premier planant. El Hamdania est la réponse algérienne à ce positionnement. La relance de ce projet, après des retards passés, est présentée comme un impératif absolu pour accompagner la montée en puissance des exportations hors hydrocarbures prévues à partir de 2026. Connecté au réseau autoroutier et ferroviaire algérien, ce port sera la porte d'entrée et de sortie des marchandises, non seulement pour l'Algérie, mais potentiellement pour une partie d'Afrique centrale. L'enjeu dépasse la logistique commerciale. C'est une question d'indépendance logistique. Ne plus dépendre des ports de Marseille ou de Valence pour ses importations, ne plus être tributaire d'infrastructures étrangères pour accéder aux marchés mondiaux. Si le port d'El Hamdania ouvre l'Algérie vers le monde maritime, la route transsaharienne et les zones franches ouvrent l'Algérie vers le continent africain. La route nationale 1, la mythique transsaharienne qui relie Alger à la frontière malienne, est en phase finale de modernisation pour devenir une véritable autoroute nord-sud. Mais la dimension vraiment nouvelle et stratégiquement significative pour 2026, ce sont les zones franches. L'Algérie crée 5 zones de libre-échange à ses frontières sahariennes, à Tindouf, Timimoun, Insala, Tinzaouaten et Taleb Larbi, aux frontières avec la Mauritanie, le Mali, le Niger et la Tunisie. Ce n'est pas simplement du bitume et des entrepôts, c'est un corridor économique conçu pour une stratégie commerciale précise. Inonder les marchés du Sahel avec des produits algériens. Électroménages des marques Condor et Brand, produits agroalimentaires, ciment, matériaux de construction, des produits que les économies sahéliennes importent massivement et pour lesquels l'Algérie peut être compétitive en termes de proximité géographique et de coût. La ZLCAF, la zone de libre-échange continentale africaine, est l'outil juridique qui rend cette stratégie possible. Les produits algériens peuvent, dans ce cadre, descendre vers le sud sans barrière douanière significative. Ce virage vers le marché africain est stratégiquement profond. L'Europe s'élevait, sa population stagne, sa croissance économique est modeste. L'Afrique subsaharienne est à l'opposé. Démographie explosive, classe moyenne émergente, besoins immenses en biens de consommation, en matériaux de construction, en énergie. C'est là que se trouve la croissance à 2 chiffres pour les 3 prochaines décennies. Et l'Algérie, grâce à sa position géographique unique comme seul pays africain à avoir une façade à la Méditerranée et des frontières terrestres avec le Sahel, est idéalement positionnée pour être le pont entre l'Europe et l'Afrique profonde. Troisième partie, le projet de survie, l'eau. Nous arrivons au dernier projet, et contrairement à une logique narrative qui voudrait finir sur l'ambition la plus spectaculaire, nous finissons sur le projet le plus vital, celui dont dépend physiquement la survie de tout le reste. L'eau. Le changement climatique frappe le Maghreb avec une brutalité que les modèles les plus pessimistes des années 1990 n'avaient pas entièrement anticipée. Les précipitations diminuent, les nappes phréatiques se réduisent, les barrages se remplissent de moins en moins. Le stress hydrique, qui était une projection pour 2050, est une réalité de 2025. Pour un pays qui veut industrialiser massivement, développer son agriculture, accueillir une population urbaine croissante et maintenir la paix sociale, l'eau n'est pas un enjeu parmi d'autres. C'est la condition de possibilité de tout le reste. Sans eau suffisante, il n'y a pas d'industrie. Les processus industriels consomment d'immenses quantités d'eau. Sans eau, il n'y a pas d'agriculture capable de nourrir une population en croissance. Sans eau accessible à des prix supportables, il n'y a pas de paix sociale, et toutes les ambitions économiques s'évaporent dans l'instabilité. Face à ce défi, l'Algérie a lancé un plan d'urgence massif de dessalement de l'eau de mer. 5 mégastations de dessalement sont en construction simultanée à Cap Djinet, à Fouka et dans d'autres sites stratégiquement localisés sur le littoral. L'échéance est immédiate, fin 2024, début 2025 pour les premières mises en service. Ce n'est pas une planification à long terme, c'est une réponse d'urgence à une crise qui est déjà là.
L'objectif est radical dans sa clarté, sécuriser l'alimentation en eau potable des grandes villes côtières à 100% par le dessalement. Pourquoi? Pour une raison stratégique précise. Si les villes côtières sont alimentées par l'eau de mer dessalée, l'eau des barrages et des nappes phréatiques peut être préservée et orientée vers l'agriculture et les besoins des régions intérieures. On optimise l'allocation d'une ressource rare en ajoutant une nouvelle source, la mer, inépuisable. Ce qui rend ce projet particulièrement remarquable, c'est qu'il est en grande partie réalisé par des entreprises nationales algériennes, SAUR et AEC, ce qui signifie que la compétence technologique dans ce domaine est en train d'être internalisée. L'Algérie ne se contente pas de construire des usines, elle construit aussi l'expertise qui permettra de les maintenir, de les améliorer et d'en construire d'autres. Sans l'eau, le fer de Gara-Gibelette ne peut pas être transformé dans les aciéries. Sans l'eau, les cultures irriguées qui complètent la sécurité alimentaire ne peuvent pas se développer. Sans l'eau, la paix sociale que nécessite tout projet de développement industriel ambitieux n'est pas garantie. C'est le bouclier ultime, la condition sine qua non. Prenons du recul et regardons l'ensemble. Fer, phosphate, zinc, gaz, solaire, hydrogène, rail, port, route, eau. Ce n'est pas une liste de souhaits, ce n'est pas un programme électoral destiné à faire rêver sans engager. Ce sont 10 chantiers actifs avec des contrats signés, des milliards décaissés, des entreprises au travail et une échéance précise qui structure toute la dynamique. La cohérence de l'ensemble est ce qui frappe le plus quand on l'analyse avec méthode. Ces projets ne sont pas juxtaposés par hasard. Le fer de Gara-Gibelette a besoin du zinc d'Oued-Amizour pour être galvanisé. Le minerai extrait a besoin du train Béchar-Tindouf pour atteindre les usines. Les usines ont besoin du port d'El Hamdania pour exporter. Les engrais du projet phosphate ont besoin des infrastructures routières transsahariennes pour atteindre les marchés africains. L'énergie solaire libère le gaz pour l'exportation, l'hydrogène vert utilise les infrastructures gazières existantes. Et tout cela, absolument tout, a besoin de l'eau que le plan de dessalement est en train de sécuriser. C'est un écosystème industriel, une architecture économique dont chaque composante renforce les autres. Bien sûr, les défis sont réels, et il serait malhonnête de les minimiser. La bureaucratie est un obstacle connu. La gestion de projets à cette échelle dans des environnements aussi complexes, déserts, montagnes, zones frontalières instables, est une compétence que l'Algérie est encore en train de construire. La formation d'une main-d'œuvre qualifiée suffisante pour opérer ces nouvelles industries représente un défi majeur. Les tensions géopolitiques aux frontières sahéliennes compliquent certains projets. Les retards, qui ont déjà affecté plusieurs chantiers dans le passé, restent un risque structurel. Mais la direction est prise, et la différence avec les annonces précédentes, c'est que cette fois, les financements sont décaissés, les entreprises sont sur le terrain, et les délais ne sont plus des horizons lointains et confortables. Ce sont des dates butoirs que l'ensemble de l'appareil d'État algérien est sous pression d'honorer. L'Algérie avait un scandale géologique, un pays assis sur des richesses colossales qui dormaient sous ses pieds, pendant que ses citoyens importaient à prix fort ce qu'ils possédaient en abondance. Ce scandale est en train de se transformer, pas encore en réussite accomplie, mais en machine économique lancée avec une dynamique que les obstacles connus n'ont pas encore réussi à stopper. 2026 sera l'année de la vérité, l'année où on saura si les chantiers tiennent leurs promesses, l'année où les premières tonnes de fer algérien alimenteront les aciéries algériennes, l'année où les premiers engrais phosphatés algériens embarqueront vers les marchés africains et méditerranéens. L'année où les premières centrales solaires injecteront massivement dans le réseau et libéreront du gaz pour l'exportation. L'Algérie ne cherche plus à participer à l'économie mondiale en position de vendeur de matières premières brutes, elle cherche à être un acteur industriel à part entière, producteur, transformateur, exportateur de valeur ajoutée. La question n'est plus de savoir si l'Algérie a les ressources pour le faire, elle les a. La question est de savoir si elle va réussir à les transformer en puissance réelle dans les délais qu'elle s'est elle-même fixés. Le compte à rebours est lancé.